Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc où on va parler crypto aujourd'hui. Étant donné qu'on est dimanche, on va s'intéresser plutôt à la crypto. On parlera des marchés US un autre jour dans la semaine. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de Bitcoin, donc de voir un peu de ce qui se passe. On s'était arrêté sur la vidéo de la dernière fois, donc où je disais qu'il y avait deux scénarios après la clôture de vendredi pour l'expiration, pour l'échéance des options. C'était soit on maintenait vraiment ce support ici en guise de pullback sur ce W, cette sortie de range, ou alors on réintégrait, et dans ce cas-là, ça sentait quand même mauvais pour Bitcoin. Et au final, du coup, on voit que le marché a très très bien soutenu ce support. On voit qu'on a eu une belle consolidation ici, on montrait quand même pas mal de W. Et ça, c'est vraiment très très bon signe puisque ça montre quand même à quel point Bitcoin reste quand même assez haussier. Donc actuellement, on est dans une très très bonne localisation, surtout pour les vendeurs. Donc là, on travaille légèrement ce range, on réintègre notre range précédent et on commence actuellement à vouloir réintégrer ici cette trendline qui représentait tout simplement le milieu en fait du canal haussier dans lequel Bitcoin était en train d'évoluer. Donc comme ceci, on voit qu'on est en train actuellement d'essayer de réintégrer vraiment cette trendline, de la recapturer. Et si on arrive à la recapturer et repasser au-dessus, ça serait quand même bon signe. Ça pourrait laisser présager qu'on irait donc retester cette trendline ici, celle-ci qui était celle liée tout simplement aux deux précédents cycles de Bitcoin, donc les deux précédents tops. Et on pourrait donc s'y rattaquer de nouveau. Donc c'est très très bon signe. Pour le moment, en tout cas, pour du daily, on a quand même un signal qui pourrait être très intéressant de se dire: «OK, on arrive à réintégrer cette zone, on va pouvoir réattaquer celle-ci» et auquel cas on arrive à taper cette résistance. Là, on pourra se dire qu'OK, là, on sera parti pour la phase de cycle vraiment du blow off top comme je parlais, déjà bien avant, par rapport à ce genre de vidéo, à ce genre de scénario ici. Mais je sais pas du tout si on y arrivera. C'est vrai que plus Bitcoin met du temps à réussir à s'envoler, au plus on risque d'avoir un blow-off top assez court. Je rappelle que selon le cycle des 4 ans, notre top devrait se marquer aux alentours d'octobre 2025. Donc on pourrait avoir un top qui pourrait se montrer voilà, un peu vers entre septembre et octobre, voire dépasser un peu en novembre, décembre. C'est déjà arrivé notamment dans un précédent cycle, notamment celui du top de 2018, avec l'introduction des CME, si je ne me trompe pas, c'était en 2018. On va regarder ça ensemble. Et voilà, on avait ici ce top, ici, donc ouais, voilà, en 2017 plutôt, où voilà, on avait la phase euphorique en octobre, qui a continué, et voilà, le top s'est montré ici mi-décembre. Donc ça peut être quelque chose qui peut aussi arriver. Octobre n'est pas une date fixe, mais ça nous laisse présager qu'en tout cas, on risque de rentrer dans une dernière phase de cycle haussière là pour Bitcoin en tout cas dans cette phase de cycle et qu'on pourrait retrouver un top dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc on va revenir un peu sur du plus court terme, donc c'est ce qui nous intéresse actuellement, où on a justement Bitcoin qui est en train de remonter un peu la pente et qui va bientôt se retrouver ici, donc dans cette reload zone de short, qui risque d'intéresser plus d'une personne, notamment ceux qui vont vouloir chercher à shorter le marché, puisque si le top qui a été posé est réellement le bon top, on risque quand même de retrouver énormément de vendeurs qui vont se mettre à chercher à shorter Bitcoin par ici, puisque on a énormément de résistance d'une part, on a énormément de résistance avec ces highs ici qui sont montrés, beaucoup de niveaux de stop, de liquidation qui doivent être prises, qui vont être essayées d'être défendus. On a également aussi cette résistance par rapport à la trendline ici des deux précédents tops qui va faire foi aussi de résistance. On a la reload zone. On va avoir quand même une sacrée épreuve ici pour Bitcoin dans cette zone, puisque si le marché est vraiment haussier, il va devoir tout simplement se défaire en fait de ces zones de résistance. Et ça se fera peut-être petit à petit, étape par étape. Donc pour le moment, on n'y est pas encore. On a un Bitcoin qui tente d'y accéder en tout cas, mais qui fait les choses graduellement. Mais à l'heure actuelle, on voit quand même qu'on a quand même ce beau W qui a été montré. Et cette consolidation, justement, peut faire foi aussi d'une continuation de tendance haussière. Donc, moi, c'est de la manière dont j'aime bien jouer quand je vais trader le AB est égal CD. C'est que, comme je le disais, j'aime me baser sur une structure.
Donc par exemple ici sur du 1 heure, on a un beau W. Et là, je vais chercher tout simplement à jouer la continuation de tendance sur la sortie d'une structure en fait de retournement. Donc là, ce W m'indique que ça y est, le marché est prêt à se retourner, que la tendance haussière reprend. Et dans ce cas-là, en fait, la manière dont je joue le ABT égale CD, c'est de tracer du coup mon AB, comme ceci. Hop, on va mettre le R2D2. Et je vais tracer du coup le CD qui m'aurait permis de jouer l'entrée sur le trade. Tac. Et du coup, on peut très bien voir que cette continuation de tendance nous aurait mené sur les 120 000, 121 000, même plutôt dollars, pour arrondir. Et on a tout simplement donc une très belle consolidation ici avec un low, deux lows. On a même ce W qui vient se confirmer. Le marché revient retester ce W ici par derrière. On marque encore des structures de retournement ici sur les bougies. Donc on aurait pu à la fois soit prendre une position sur les bougies ici pour maximiser vraiment son potentiel reward, mais avoir un risque du coup plus serré, ou alors attendre tout simplement qu'on revienne chercher les 0,25, le niveau d'entrée d'origine, pour pouvoir se fixer un risque reward de 3 pour 1. Donc là le setup aurait été vraiment très très propre, on serait déjà venu chercher les 0,5%. Donc 0,5%, ça signifie quoi? Ça signifie que je passe le trade en break-even. Donc atteint ce niveau-là, j'aurais tout simplement déplacé mon stop donc à mon niveau d'entrée, donc soit sur les 0,25, soit au niveau de cette bougie de retournement, selon où l'entrée a été faite. Et j'aurais du coup laissé le marché continuer de chercher à se déplacer vers mon TP. Mais c'est là qu'on voit quand même qu'on a beaucoup de confluence sur Bitcoin en guise, on va dire, de localisation, pour commencer à peut-être être intéressé par shorter le marché si vraiment des signaux sont donnés. Mais actuellement, là, on est un peu dans un no man's land. C'est pas une zone intéressante pour moi, en tout cas, pour chercher à shorter. Bien qu'on commence à rencontrer ici des niveaux de résistance à défendre. Donc, je conçois qu'il peut y avoir des gens qui sont intéressés tout de suite pour shorter. Personnellement, j'attendrai un petit peu que le marché monte légèrement. Donc, idéalement, je voudrais vraiment attendre les 0,618. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on a énormément de raisons de localisation qui sont devant nous pour justifier d'un trade à la vente, par exemple. Donc, on aurait ce potentiel target à BT égale CD, donc ce qu'on appelle la PRZ. On a cette reload zone, la résistance ici des deux précédents cycles sur la trendline. On a tous ces résistances aussi derrière, ici présents avec les différents tops de cette consolidation qui sont présents. Donc, on va avoir vraiment, je pense, de zones de lutte pour les acheteurs, puisqu'on risque quand même de retrouver énormément de vendeurs motivés sur cette zone. Mais en tout cas, ce qui peut aller à l'avantage de Bitcoin pour les acheteurs, c'est aussi ce qui se passe sur les marchés dérivés, et notamment du coup ce qui se passe aussi du côté des options, puisque on va avoir tout simplement les options donc du vendredi 15 août, qui est une option à une échéance qui est très tradée, en tout cas sur les options, et qui possède donc énormément d'open interest. On voit déjà qu'on a des 33 000 open interest ici pour du bit à $60, etc. Donc on a énormément d'open interest sur différents contrats. Et du coup, je vais tout simplement un peu parler aujourd'hui des options. Je vais expliquer un peu ce que c'est, puisqu'on m'avait posé la question sur Discord un peu pour mieux comprendre le concept de ces produits dérivés. Donc, pour faire simple, une option en trading, c'est un contrat financier entre deux parties qui va donner le droit, mais pas l'obligation, donc bien le droit d'acheter ou de vendre un actif à un prix fixé à l'avance. Donc c'est ce qu'on appelle le prix d'exercice ou bien le strike price, jusqu'à une date précise. Donc cette date précise, c'est ce qu'on appelle l'échéance. Et donc ces options, on peut les retrouver donc sur des actions, sur des indices, matières premières, etc. Même le Bitcoin, donc avec ces ETF ici. Et il existe deux types d'options, donc ce qu'on a ici les calls et on a les puts. Le call, lui, il va donner le droit d'acheter l'actif au strike price. Donc on l'utilise quand on pense que le prix va monter. Ça signifie que je vais prendre une action au hasard qui s'appelle ABCD et qui vaut $100. Si j'achète par exemple un strike price, un call à un strike price de $105 et que cette action ABCD à la date de l'échéance de l'option vaut $110, ça va signifier tout simplement que je vais pouvoir activer mon droit d'achat de cette action à $105 alors qu'elle vaut $110. Donc ça veut dire que j'ai un gain brut, on va dire, de $5 puisque j'ai une action qui va valoir $110 sur le marché
et je l'achète à 105 $. Donc si je la revends, je me fais un bénéfice de 5 $ en brut. Si jamais je prends donc ce call à 105 $ sur le strike price, mais que cette action ABCD arrivée à l'échéance vaut 95 $, là je vais me dire ok, je ne vais pas me mettre à acheter cette action 105 $, donc le strike price, alors qu'elle vaut 95 $. Je vais trop y perdre. Dans ce cas-là, on va décider de ne pas exercer son droit d'achat et on va tout simplement juste perdre la prime payée pour l'achat de ce call. Ok. Donc voilà pour l'exemple du call. Et pour le put, c'est pareil, mais dans le sens inverse. Donc le put, ça donne le droit de vendre l'actif au strike. Donc même exemple, j'ai de l'action ABCD qui cote à 100 $. J'achète un put à un strike price de 95 $. À l'échéance, si elle vaut, par exemple, si l'action vaut 90 $, bah, je vais pouvoir activer mon droit de vendre cette action à 95 $ au lieu de 90. Je vais me faire du coup un bénéfice de 5 $. Et même cas pour le cas inverse, si jamais le prix monte et que je me retrouve sous l'eau, j'ai mon strike price à 95, le marché cote à 110. Je vais pas activer mon droit de vente à 95 alors qu'il vaut 110. Je vais prendre une trop grosse perte dans la figure. Et dans ce cas-là, je vais tout simplement pas exercer mon droit de vente et je vais simplement perdre la prime payée pour avoir acheté ce put. Donc c'est pareil, lorsqu'on achète ou on vend un calls, il y a toujours une contrepartie, il y a toujours deux parties. Il y a les acheteurs de calls, les vendeurs de calls, les acheteurs de puts, les vendeurs de puts. Donc ça, on va y revenir peut-être juste après, donc c'est un peu plus détaillé. Mais donc, pour revenir un peu à une explication assez simple des options, on va parler maintenant de la prime. Donc la prime, ça va être le prix de l'option. Ça va être le prix à laquelle tu vas payer une option pour l'acheter. Donc là, on va parler un peu des acheteurs et des vendeurs. Quand on achète une option, on va justement payer une prime au vendeur. Ce qu'on appelle aussi l'option writer. Donc c'est la personne qui écrit l'option, c'est celle qui l'a créée. Donc on va lui payer une prime au vendeur. C'est-à-dire que quand on achète un call, par exemple, on l'achète à quelqu'un qui a vendu un call. Pareil, quand on achète un put pour, par exemple, se hedge ou se protéger sur un marché, le put, on l'achète à quelqu'un qui le vend. Et cette prime, elle va donc dépendre de plusieurs facteurs. Donc elle va dépendre du prix actuel de l'actif au spot, ça va dépendre du strike price, du temps restant avant l'échéance, de la volatilité du marché, des taux d'intérêt, etc. C'est donc ce qu'on appelle le modèle Black-Scholes, donc qui va reprendre tous ces facteurs en fait pour pouvoir donner une valeur à l'option. Donc je vais le mettre ici, donc pour ceux que ça intéresse, le modèle Black-Scholes. Donc c'est tout simplement le modèle qui est un modèle mathématique, voilà, pour une action dans lequel le prix de l'action est un processus stochastique en temps continu. Donc c'est le modèle qui est utilisé pour vraiment pouvoir, je vais mettre option par exemple plutôt. Voilà, le modèle mathématique d'évaluation du prix d'une option de type européenne qui permet d'estimer sa valeur théorique, etc. Donc c'est tout simplement ce modèle Black-Scholes. Donc tac. Donc maintenant au niveau du fonctionnement d'une action, bon je vous ai déjà expliqué le fonctionnement par rapport à l'achat d'une call option ou d'un put option avec l'exemple sur une action fictive appelée ABCD. Donc maintenant, on va pouvoir parler par exemple de la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Donc quand j'achète un call ou un put en tant qu'acheteur, j'ai un risque limité. C'est-à-dire que mon risque ne peut pas excéder la prime achetée. Comme je l'ai dit dans le précédent option, que j'achète un call et que je sois perdant ou que j'achète un put et je suis perdant, je n'exerce pas mon droit d'achat ou de vente de mon option. Et dans ce cas, je ne perds que la prime payée. Ok ? Je vais prendre un exemple actuellement sur mon trade sur les options sur TLT pour que ce soit plus simple à comprendre. Ici, TLT, j'ai acheté donc un call option sur le strike price de 100 $ sur TLT. J'ai payé pour cela, pour acheter un contrat, j'ai payé 1,41 $ qui est donc à multiplier par 100. Pourquoi ? Parce que quand on achète un contrat sur TLT, un contrat équivaut à 100 shares. Ça signifie que je paye 1,41 $ de prime par action. Donc, ça veut dire que sur un contrat de 100 actions, je multiplie ce chiffre par 100. Et ça signifie du coup que ce call option, pour acheter un contrat, je dépense 141 $. Pour faire simple ici, je vais reprendre mon exemple. Donc, j'ai acheté 2 contrats. Donc, mon risque, c'est du coup d'avoir acheté 2 fois ce contrat. Donc, on fait 141 fois 2.
C'est-à-dire que j'ai dépensé 282 $. Maintenant, ça signifie que si on atteint, par exemple, mon objectif théorique à 131 $, je peux clôturer mon trade. Et dans ce cas-là, je vais exercer avant l'échéance mon option, puisque ça va être faisable, puisque ici, on trade des options de type américaine. Ça se passe, il existe deux types d'options. Donc, il y a les américaines et les européennes. Et la seule différence, c'est que les options européennes, on est obligé de laisser courir jusqu'à l'échéance de l'option. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai une option jusqu'au 17 juillet 2026 avec une option européenne. Je ne peux pas exercer mon droit d'achat à n'importe quel moment et je suis obligé de laisser courir jusqu'au 17 juillet 2026. En revanche, avec les options de type américaine, c'est l'inverse. J'ai une plus grande liberté. Et dans ce cas-là, si on atteint mon target dès demain, et ben demain, je peux déjà exercer mon droit d'achat de mon option. Et dans ce cas-là, le trade est fini et c'est terminé. Donc, c'est ça la différence entre les options donc, de type américaine et européenne. Et donc, pour apprendre mon exemple, en fait, on va imaginer que je n'ai pas de point de profit en fait sur cette charte. Et si j'achète ce call, donc en tant qu'acheteur, j'ai un risque qui est à la fois limité. C'est-à-dire que si demain on reste comme ceci et que du coup on reste sous les 100 $ de strike price que j'ai acheté, je ne vais pas exercer mon droit d'achat de l'option. Et dans ce cas-là, je vais perdre tout simplement juste la prime que j'ai payée pour l'option. Donc je vais perdre juste 282 $. Par contre, si jamais le marché monte, dans ce cas-là, en tant qu'acheteur, j'ai un gain potentiel illimité. C'est-à-dire que plus ça va monter, plus je vais faire de gains. Donc, vous comprenez que d'ici le 17 juillet 2026, en théorie, j'ai un gain illimité. Parce que tant que ça monte, je vais pouvoir faire du gain. Ok. Donc, sauf qu'ici, j'ai tout simplement un objectif de profit, donc basé sur l'analyse chartiste et sur mes concepts. Donc, j'utilise les 50% ici, et donc l'objectif va être à 131 $. Donc, ça me fait une valeur intrinsèque de 31,06 $. Et du coup, grâce à ça, je vais tout simplement pouvoir calculer mon maximum de profit si jamais on atteint ce target. Et si on atteint ce target, je me ferai tout simplement un profit de 5 930 $. Donc soit un RR de 21 environ. Donc voilà. Pour ceux qui ont vu, donc parce que j'ai déjà parlé de ce trade dans une autre vidéo, oui, le max profit a changé. Pourquoi? Puisque je n'avais pas ajusté la charte. En fait, je l'avais laissé ajuster par rapport aux dividendes. Et du coup, en fait, vous voyez que du coup, la charte n'était pas du tout correcte. J'ai corrigé ça. Et du coup, forcément, ça change totalement la donne au vu de la charte, puisque les niveaux ne sont plus les mêmes. Je n'ai plus un profit target à 115 $ environ, du coup, mais à 130 $. Donc, bon, ça va dans mon sens. Ça me permet d'avoir potentiellement un gain plus élevé. Mais voilà, c'était juste le petit changement. Pour ceux qui ont déjà vu des anciennes vidéos, qui se disent ok, il y a peut-être un truc qui va changer, j'ai peut-être raté un truc. C'est ça que vous avez raté. Donc voilà pour le call. Mais par exemple, du coup, pour un vendeur, lui, le vendeur, lui, quant à lui, va tout simplement, donc le vendeur de call, donc moi j'achète le call ici, mais c'est-à-dire que je l'ai acheté à un vendeur. On va prendre le cas de ce vendeur à qui il m'a vendu ce call. Qu'advient-il pour lui? En tant que vendeur, lui, du coup, il va encaisser la prime, donc il va gagner 282 $. Mais du coup, il peut avoir un risque théoriquement aussi illimité, puisque c'est ce qu'on appelle un call vendu à découvert. Donc en fait, si je vends un call de cette manière, sans aucune protection, c'est ce qu'on appelle un naked call sell. Donc je vends un call nu en fait. Donc en fait, j'ai aucune protection et j'ai un potentiel, tout simplement une potentielle perte illimitée, puisque si le marché ne fait que monter et que moi je ne suis pas couvert par cette vente du call, moi j'ai pas le choix. Par contre, en tant que vendeur, je peux pas me dire ok, on dépasse les 100 $ sur le strike price, du coup je ne fais rien du tout. Le vendeur, lui, il a l'obligation par contre, puisqu'il va devoir fournir les actions à l'acheteur. Donc moi par exemple, si je déclenche mon profit ici à 131 $, ça signifie du coup que le vendeur du call, lui, va devoir acheter du TLT, donc il va l'acheter ici au prix du marché à 131 $. Quand je l'exerce, il va l'acheter pour pouvoir me le donner et moi je pourrais tout simplement le vendre puisque j'aurais exercé du coup ce droit d'achat à 100 $. Donc en gros, lui, il va devoir acheter au marché pour pouvoir me fournir
ma quantité d'actions TLT que je vais racheter du coup au prix de mon strike price. Donc ça signifie que lui il va se faire vraiment une très grande marge de perte qui sera donc ma marge de profit en fait. Donc voilà pour cet exemple sur le call. Donc c'est le même système pour le put. Donc même système pour un acheteur de put. Une risque limité à la prime, un gain potentiellement élevé tant que le marché baisse. Par contre, le vendeur, lui, c'est pareil, il va encaisser la prime, mais il va avoir un risque théoriquement illimité, surtout s'il vend du coup un put à découvert comme ça. Donc voilà pour ce point assez rapide et on va dire simple sur les options. C'est une présentation très très simple que j'ai fait là, j'ai pas été trop dans les détails. Je vais pas parler de tout ce qui est les grecs. Donc les grecs, ce sont quoi? Ce sont les différentes notions d'options qu'on peut retrouver justement pour évaluer une option. Donc c'est tout ce qui est θ, rho, donc ce qui est tout simplement θ, rho, vega, etc. Donc ce sont tout plein de lettres grecques en fait qu'on utilise en option pour pouvoir parler de différentes choses. Donc on va pas en parler forcément là, ça va pas être très intéressant et je risque de perdre beaucoup de monde. Mais pour ceux que ça intéresse, par exemple, vous pouvez donc vous informer un petit peu donc, sur Google avec option Wix. Et donc vous pourrez tout simplement retrouver les 5 grecs donc, dans les options donc, qui sont delta, gamma, vega, theta et rho. On semble peut-être les détailler peut-être sur ce site. Donc voilà, delta c'est le prix de l'option, donc valeur de l'actif sous-jacent. Gamma c'est par rapport à delta, ça dépend du delta, etc. etc. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez peut-être vous informer un peu dessus, pourquoi pas. De toute manière, dans le Discord, il y a tout simplement aussi des ressources qui s'appellent aussi dérivés options. Et vous pourrez tout simplement tout retrouver dessus. Donc, comme ceci, tac, vous voyez, vous avez vraiment tout. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, en tout cas, dans cette notion-là, pour apprendre à débuter avec les options et commencer à comprendre ce que c'est, en tout cas, et comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, par exemple, vous avez ici un site CME Quick Option où vous pourrez tout simplement retrouver un petit cours basé sur tout ce qui est les grecs, donc en option. Donc, les grecs, c'est ce qu'on va trouver ici. Donc, c'est delta, gamma, vega, theta, rho. Donc, vous pourrez tout simplement apprendre à comprendre tout ça. Donc, voilà pour cette petite explication sur les options, donc qui aura été un petit peu longue quand même. Mais c'est normal, les options, c'est un sujet très très vaste. C'est vraiment quelque chose qui est un monde à part du trading. C'est totalement un autre monde. C'est tout autre, c'est des autres notions en fait. C'est des autres jargons, d'autres termes, d'autres connaissances qui sont vraiment très très loin on va dire, du trading habituel. Et donc, ça demande aussi beaucoup de temps pour connaître tout ça. Et pour finir cette vidéo, je vais faire un petit point sur DAO Maker puisqu'on m'avait demandé justement de faire un petit point dessus pour finir. Donc DAO Maker, c'est une charte qui est très très belle. On voit quand même que c'est une charte qui est vraiment au fond du trou actuellement, mais qui montre des signes très intéressants sur le momentum. Donc comme déjà cet OBV qui reste vraiment pas mal croissant. On voit aussi qu'on a pas mal de divergences haussières, en tout cas avec l'OBV. Donc ça, c'est très très bon signe. On voit également qu'on commence à avoir de la potentielle divergence sur MACD, mais qui ne se confirme pas encore pour le moment. On a un William qui reste encore stupidement survendu. Attention tout de même, tant que cette moyenne mobile reste dans cette zone, ça craint quand même, parce que ça montre qu'on est dans une tendance quand même très très forte. Mais on risque quand même d'en ressortir bientôt, donc c'est plutôt bon signe. Et on voit que le marché actuellement est en train d'essayer de poser un bottom. Donc franchement, c'est plutôt très 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 beau. Voilà, on a un ATH qui est ici vers les 8,5 $. On cote actuellement à 12 centimes. Il y a quand même une énorme différence. Donc après, je ne suis pas très très posé fondamentalement. Je ne sais pas trop ce que fait DAO Maker, si c'est un projet qui est encore en vie, s'il y a encore quelque chose derrière. Ça peut être très important, surtout pour du long terme, de savoir si le projet continue de vivre. Est-ce qu'il propose toujours des choses? Mais du coup, juste au niveau on va dire, de la vue, juste de l'analyse du graphique, on est sur quelque chose de très intéressant. Donc, on est sur un potentiel bottom avec un retracement qui peut être joué. Donc, on peut se positionner sur différents retracements. On peut prendre ce top ici, ou si on veut être sur une vue plus long terme, prendre ce top ici de 2024, ou alors si je veux me la jouer vraiment, on va dire, couillu, je peux prendre depuis le précédent top ici 2021 et jouer encore plus long terme. Et dans ce cas-là,
peut-être jouer sur une position qui peut durer plusieurs années. Mais en tout cas, là, sur le weekly, en tout cas, on commence à essayer de poser un bottom. Pour le moment, ce n'est pas encore fait, mais on voit qu'on essaie de structurer du W actuellement. Donc on a potentiellement un petit W qui pourrait se confirmer ici avant de confirmer celui-là au-dessus. Ça peut être un play intéressant au vu du contexte actuel du marché, c'est-à-dire que si on repart un peu en bull run sur quelques semaines sur la crypto, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même de beaux rebonds à jouer justement en crypto. Et pour jouer des rebonds pardon, comme cela, j'utiliserais plutôt quand même un retracement qui est assez prudent. Je ne serais pas trop agressif dessus en tout cas, mais je pourrais simplement me baser sur les 50%, voilà, sur Fibo, donc la règle des 50% de gain, ce que j'utilise tout le temps comme objectif de profit sur un retracement par exemple. Donc jouer les 50% déjà ici de ce mouvement, ce serait déjà pas mal pour DAO puisque ça offrirait déjà carrément un x3 déjà par rapport au prix actuel. On est à 124, donc un objectif ici déjà à 0,37, ce serait déjà pas dégueulasse. Donc ouais, ça ferait pratiquement un x3 au prix actuel, voire un x2 selon si on attend des W qui se confirment. Mais en tout cas, on a déjà de potentiels retours sur investissement très intéressants, en tout cas juste avec un simple retracement comme ceci. Donc oui, si on a en tout cas un petit rebond des alts et certaines alts en profitent, et si DAO en profite, oui, il y a quand même il y a une très bonne part à prendre et il y a quelque chose à faire dessus. Donc ici, je veux me la jouer plus agressif et sur un laps de temps quand même plus long, je peux viser quand même des plus gros retracements, par exemple par rapport à ce top ou par rapport à la TH. Et on voit aussi que la moyenne mobile de 100 périodes commence à apparaître. Elle est actuellement à 1,21 $. Donc ça pourrait faire sens aussi d'avoir un retracement jusqu'à cette moyenne mobile qui pourrait faire foi aussi de résistance. Donc peut-être si on se base justement sur ce Fibo là, on a quand même une belle zone de résistance ici. Donc l'objectif de profit de 0,5, la moyenne mobile ici, qui risque aussi de redescendre un peu et retester ce first stop. Donc en tout cas, moi je m'attends quand même qu'il y ait quand même un petit rebond sur DAO, dans le sens où on aura quand même à un moment donné un retest du first stop. Et pour cela, ça va commencer déjà par retester ce Fibo, je pense. Donc ça, c'est le Fibo vraiment le plus court qu'il y ait pour le moment. Et du coup, il va falloir observer un peu ce que va donner ce potentiel rebond s'il y a. Est-ce qu'on va être réactif à ce qui se passe ici sur le first stop? Parce que si ce n'est pas le cas et que le marché vraiment foudroie ce first stop, pour moi, ça signifie que le marché ne va pas jouer justement avec ce Fibo là, mais il va falloir du coup retracer un nouveau Fibo, par exemple par rapport au précédent top, et peut-être que le marché va jouer plutôt avec ce Fibo là et du coup sera réactif à un first stop plutôt par ici par exemple, mais ça sera à surveiller. Mais en tout cas, sur un potentiel scénario de rebond des alts, DAO a quelque chose à offrir. Et ça, c'est très encourageant. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous souhaitez que j'analyse un actif de votre choix prochainement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, ciao!